Trendspotting, l'émission des tendances à venir. Bienvenue dans le programme qui décrypte les tendances émergentes, vous emmène dans le futur et vous donne un temps d'avance pour anticiper les risques et les opportunités à venir. Je suis Michel-David Provençal et à chaque épisode, nous découvrons ensemble une tendance, un territoire, des technologies, des usages, des modes de vie qui émergent et qui changent notre monde. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'état des lieux et l'évolution d'un nouveau modèle de capitalisme, porté par la tendance des entreprises à mission, des entreprises à impact positif. On parle de plus en plus de capitalisme responsable. En effet, face à la crise climatique, face au modèle destructeur pour l'environnement et l'équilibre social, face à l'augmentation des inégalités, on voit depuis quelques années déjà émerger ce que l'on appelle l'économie du sens. Qu'elle soit grande ou petite, eh bien, les entreprises ont une empreinte majeure sur notre société, sur nos économies, sur les modes de production, sur nos modes de consommation, sur nos usages. Et elles ont pris conscience qu'elles avaient un rôle majeur à jouer pour faire de cette économie, de cette société, de cette économie du sens ou de cette société du sens, une réalité. Et de tendance émergente au début des années 2010, eh bien, le sujet est devenu mainstream au point qu'on se demande s'il n'est pas devenu une escroquerie aujourd'hui, tant dans la réalité, les choses ont si peu changé, à l'exception bien sûr de quelques entreprises de taille modeste qui sont considérées aujourd'hui plutôt comme des activistes. Alors pour parler de ce sujet, je reçois Fanny Parize. Fanny est anthropologue. Elle a publié en avril 2022 un ouvrage dont le titre est Les enfants gâtés et qui est un guide anthropologique sur le mythe du capitalisme responsable. Bonjour Fanny. Bonjour Michel. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots pourquoi tu as écrit ce livre ? En tant qu'anthropologue, ça fait presque une quinzaine d'années maintenant que je travaille sur des sujets de consommation et d'évolution des modes de vie. Et quand j'ai commencé, je m'intéressais à tout ce qui était lié à la déconsommation, c'est-à-dire consommer moins pour vivre mieux. Et j'allais à la rencontre de groupes d'individus qui avaient fait des choix parfois assez drastiques pour changer leur quotidien et où la consommation devenait vraiment un engagement politique. Et au fil des années, je me suis aperçue que cette tendance à l'engagement dans la consommation était en train d'être institutionnalisée en tant que nouvelle norme de consommation. Et à tel point que cette norme du consommer différemment est devenue une nouvelle règle et presque devenue à la mode et qu'en définitive, c'était une injonction à ne rien changer via de nouveaux préceptes de consommation. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être, à un moment donné, un besoin dans la société d'avoir un regard anthropologique, c'est-à-dire qui n'est pas dans le jugement, mais qui est dans le décentrage, faire des petits pas de côté en mettant à plat la complexité de notre réalité pour donner des pistes à penser, des pistes qui énervent et qui vont un petit peu à l'encontre de nos croyances, parce que notre vie quotidienne est pleine de croyances, et avec la consommation, ça l'est encore plus, ce qui m'a conduit à écrire Les enfants gâtés, un ouvrage qui mêle anthropologie classique et ton un petit peu parfois provocateur ou un peu politiquement incorrect, afin de nous amener tous collectivement, du moment où on s'intéresse aux entreprises, à notre société et à l'innovation, à poser un regard un petit peu différent sur notre quotidien et sur le sens que l'on donne à nos actions quotidiennes. Dans le livre, tu parles d'un nouveau système de pouvoir que tu appelles la créatocratie. Qu'est-ce que c'est que la créatocratie ? La créatocratie, c'est un système politique, un système de société dans lequel ceux qui ont le plus de pouvoir vont être ceux qui diffusent le savoir, qui font preuve de créativité et qui, de manière plus générale, vont participer à imposer une nouvelle culture légitime, celle de l'éco-responsabilité. Et c'est bien tout l'enjeu de mon ouvrage et des préoccupations qui entourent le capitalisme responsable, c'est de s'intéresser aux nouvelles normes, aux nouvelles pratiques et aux nouvelles croyances qui vont se diffuser au sein de la société. Et dans la créatocratie, qui est une allégorie d'une partie de notre société, on a une classe supérieure, une élite médiatico-créative qui va imposer de manière descendante de nouvelles normes de consommation et qui vont également ériger une nouvelle culture légitime, donc la bonne culture, celle à penser, celle qui est celle de l'éco-responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va voir
d'autres groupes d'individus et qu'on s'intéresse notamment à ceux qui ont un pouvoir économique ou culturel beaucoup moins important, et ben on se rend compte qu'eux aussi vont intégrer l'éco-responsabilité, vont être sobres, parfois de manière contrainte via des questions de budget, mais que ça ne va pas forcément s'inscrire dans l'idéologie ou dans les représentations de ce qui est l'éco-responsabilité et de ce qui est cette nouvelle manière de consommer. Et de là vient un paradoxe, c'est ce que la sobriété et l'éco-responsabilité, eh ben, ce serait pas un petit peu aussi un problème de riches et un enjeu de distinction sociale dans un moment de société où la consommation doit changer et que les individus évoluent en termes de représentation de ce qu'est la réussite sociale et de la place que va avoir la consommation dans leur quotidien. Alors, si j'ai bien compris, ces enfants gâtés sont, pour résumer, des créatifs culturels, toute cette catégorie sociale qu'on a vu émerger. Et depuis les années 2010 à peu près, d'ailleurs dans le livre tu cites, moi je me suis retrouvé, hein, tu cites beaucoup le mouvement TED, le mouvement TEDx, cette aussi d'une certaine manière l'arrivée de Macron au pouvoir qui représente cette catégorie, cette élite socio-culturelle, ces enfants gâtés qui seraient les gardiens en fait d'un système qui, au travers de beaucoup de faux semblants, en réalité ne change rien. C'est ce que tu veux dire? C'est que ce changement permanent a vocation surtout à ne rien changer? Alors effectivement, Les Enfants gâtés, mon livre s'intéresse particulièrement aux classes créatives, donc environ 25% de la population des pays occidentaux, avec deux sous-catégories, donc une minorité qui sont ce que j'ai appelé les nouveaux sauvages, qui sont vraiment l'élite médiatico-créative, qui sont des leaders d'opinion, et puis ces enfants gâtés qui sont plus des influenceurs domestiques et qui vont être un petit peu les croyants du capitalisme responsable et qui sont ceux qui vont croire en une histoire, celle que c'est par la consommation et que c'est notamment par une approche technosolutionniste que la transition pourra avoir lieu. Et effectivement, tu as totalement raison. On est également dans tout l'univers de la Macronie, comme on peut le dire actuellement, et on est davantage sur une approche réformiste du système qu'une approche vraiment révolutionnaire ou une de type de décroissance, en disant que c'est par l'intérieur et c'est par des petits gestes, par des pas de côté et par une adaptation de notre système de production, distribution et consommation que la transition pourra avoir lieu. Et tout l'enjeu autour des recherches que j'ai pu mener, c'est de montrer cette distorsion entre la perception individuelle que les individus vont avoir du changement et la réalité objective liée au capitalisme responsable. C'est-à-dire qu'à l'échelle des individus, que ce soit en tant que citoyen ou en tant que collaborateur dans une institution, eh ben, il y a plein de changements qui vont être mis en place, qui vont être parfois durs à vivre et qui vont nécessiter de nombreux ajustements, que ce soit en termes d'approvisionnement, de loisirs, de manière de percevoir son expertise ou son activité professionnelle, la mobilité, etc. Toutes les certitudes et les croyances que l'on pensait acquises par rapport à nos routines quotidiennes, eh ben, volent en éclats et demandent aux gens d'apprendre à faire différemment, à la fois de gérer l'incertitude, mais également de changer le cadre normatif de leur vie quotidienne. Par contre, si on opte pour un regard anthropologique, c'est-à-dire qu'on dézoome de ce que va ressentir ou faire l'individu et qu'on va s'intéresser davantage aux structures anthropologiques d'une société, ben on se rend compte que tout ce changement vise à maintenir le collectif dans un statu quo et surtout à ne pas changer de modèle de société. Donc c'est pour ça que le capitalisme responsable, en tant qu'idéologie qui vise à faire rimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale, produit une illusion du changement à l'échelle de l'individu, mais permet un maintien du collectif et de nos institutions à une échelle beaucoup plus macro, c'est-à-dire anthropologique. Donc il y a un paradoxe qui est cette catégorie d'élite, je dis on parce que, encore une fois, hein, en lisant le livre, je m'y suis beaucoup retrouvé. On passe notre temps à promouvoir ce changement, cette capacité d'adaptation permanente, mais en réalité, c'est pour mieux ne pas changer, ou en tout cas de conserver un certain
statut, un certain pouvoir sur des catégories sociales. C'est ça ce que tu veux dire dans le livre. En tout cas, c'est la totalement. critique. C'est pas une critique, c'est en fait on pose des questions par rapport à un ensemble de paradoxes qui sont mis en tension et qui sont éclairés par le biais des enquêtes anthropologiques que j'ai menées. Tu t'es reconnu dans l'ouvrage, j'en fais entièrement aussi partie des catégories socio-économiques que j'ai observées et que j'aime bien titiller, et c'est pour ça que je le fais en toute bienveillance. Mais la question, c'est de se dire qu'effectivement, si on a de nouvelles injonctions sociétales, notamment liées à la réussite, sur la créativité, l'adaptabilité permanente, le fait d'arriver à gérer l'incertitude et de repenser sa vie un petit peu autour du mode projet, et en fait, ça questionne les nouveaux critères d'adaptation des populations face au changement. Or, on se rend compte que les individus qui vont être le plus à même d'avoir toutes ces caractéristiques et d'avoir en quelque sorte tous ces atouts sont ceux qui sont à l'origine de ces nouvelles normes et qui vont paradoxalement le mieux absorber les changements à venir qui vont être engendrés et qui vont devenir presque obligatoires par rapport à cette transition. Donc, on se rend compte que cette culture de la socio-éco-responsabilité, portée par ces classes créatives et notamment cette élite médiatico-créative, elle vise à ce que notre quotidien ne soit pas trop impacté et qu'au final, les petits changements soient acceptables, mais qu'on ne perde pas nos privilèges et qu'on continue en quelque sorte à donner le ton dans une société qui est en plein changement. Mais après, c'est assez classique pour le coup en sociologie des élites, c'est qu'à chaque moment de société et à chaque transition, les classes supérieures doivent s'adapter à l'ère du temps pour transformer à la fois leur culture et leur discours et pour continuer à être au cœur des préoccupations du reste de la population, parce que si elles sont trop déconnectées du réel, elles n'ont plus forcément une existence ou une utilité dans la société. Mais comme je le démontre dans mon ouvrage, la majorité de ces enfants gâtés ou de ces nouveaux sauvages le font en toute bonne foi et ne conscientisent pas forcément tous ces mécanismes socio-anthropologiques que j'ai étudiés dans le cadre de mes travaux, et c'est bien normal, parce que si on s'interrogeait sur toutes les contradictions et le sens de chacune de nos actions, notre vie, elle serait super compliquée et on serait tous en dépression. Mais par contre, le rôle des outils anthropologiques, c'est justement de mettre à plat cette réalité et de donner une boîte à outils, une boîte à penser, une boîte qui irrite aussi un petit peu en se disant ok, je pense faire le bien, j'ai changé plein de choses de mon quotidien pour aller vers un objectif à la fois individuel comme collectif, mais est-ce que ces bonnes solutions à un instant T le sont vraiment, et quels seront surtout leurs effets à moyen ou long terme? Donc c'est vraiment un dézoomage et une vision systémique que je propose comme réflexion, comme point de départ à un questionnement un petit peu plus global sur la pertinence des nouveaux récits qui sont en train de s'installer dans notre société. Mais si on essaie de tirer le fil jusqu'au bout, Fanny, si le capitalisme responsable n'est qu'une version nouvelle, on va dire, d'un capitalisme classique, c'est un capitalisme maquillé à l'ère du temps, quelles sont les révolutions qui nous restent à faire? Est-ce que c'est la décroissance? Est-ce que c'est le collectivisme? Est-ce que ce ne serait pas finalement la thèse inavouée de ce livre? Alors, pour en avoir déjà discuté avec toi et y avoir réfléchi depuis, aujourd'hui, il y a peu d'alternatives pour la population. C'est soit on adhère à cette approche réformiste et technosolutionniste autour du capitalisme responsable, ou alors on change totalement de modèle, on va vers la décroissance et qui n'est pas forcément perçue comme quelque chose de désirable aujourd'hui. Paradoxalement, face à tous ces récits, on est un petit peu face à une panne des imaginaires, et c'est dur pour une partie importante de la population de se projeter déjà dans le présent, mais également dans le futur, entre ces deux univers et ces deux promesses qui sont très clivantes. Il y a certainement une troisième voie et même plein de voies intermédiaires qui s'ouvrent à nous, mais qu'on ne voit pas forcément. Dans le cadre des études anthropologiques que je mène actuellement, en fait, on se rend compte que si on enlève les discours idéologiques, toutes les valeurs qui vont être assez fédératrices en fonction des différentes classes sociales, on se rend compte qu'il y a déjà plein de choses qui ont changé
dans le quotidien d'individus qui sont très différents. Certains qui font partie des classes populaires et qui changent par contrainte financière, et d'autres à l'autre extrémité du corps social qui vont changer pour des logiques de distinction sociale et de bonne conscience. Mais si on enlève tous ces discours, tout ce style de vie, on se rend compte que ces pratiques, elles ont changé, elles se sont intégrées et elles participent à créer les germes d'une nouvelle société, parce que du moment où on intègre ces nouvelles contraintes dans le quotidien, les contraintes disparaissent au profit de normes, parce que notre vie quotidienne, elle est pleine de normes, et là, autour de la consommation, c'est assez visible parce que les normes sont en train de changer, donc on a l'impression qu'on a plein de contraintes, qu'on soit un industriel, un distributeur, un consommateur, un consultant, ou qui que ce soit qui est engagé dans le capitalisme responsable. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme les individus sont en train de choisir certaines contraintes qu'ils jugent compatibles avec leur système de valeurs et leur routine quotidienne, elles sont en train de devenir des normes. Et peut-être que cette troisième voie, où que les solutions possibles ne sont ni le capitalisme responsable ni la décroissance, mais peut-être un autre projet commun qui partirait des pratiques et des changements très factuels dont tout à chacun fait preuve depuis, on va dire, une dizaine d'années, qui sont souvent invisibles, qui ne créent pas du lien à l'intérieur du corps social, mais qui pour autant sont bien là et sont peut-être un ensemble de petites révolutions tranquilles qui sont en train d'apparaître sans qu'on s'en aperçoive, parce qu'on est toujours sur le discours, l'idéologie, les valeurs, et sur une approche très macro de ce qui est en train de se passer, alors que si on prend le contre-pied avec ce regard pour le coup ethnographique, on se rend compte que la réalité est un petit peu différente, et ça, pour le coup, c'est quand même porteur d'espoir. Et pour conclure, si tu devais citer un projet, une personnalité, une vision politique, bref, quelque chose de concret qui incarne cette troisième voie, tu penserais à qui? Ou à quoi? C'est pas facile. Si, je penserais peut-être aux 3 chercheurs de l'ESC Clermont qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Héritage et fermeture, et qui travaillent sur la redirection écologique. Et même si je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent ou avec tout ce qu'ils font, je trouve que c'est une initiative intéressante, parce qu'ils partent des territoires pour avoir des évolutions et des mises en place de nouvelles manières de faire concrets et qui s'inscrivent ni dans la décroissance ni dans le capitalisme responsable, mais qui visent à faire accepter ou intégrer des contraintes que les individus ou un territoire vont juger supportables aux nouvelles normes du quotidien. Donc pour moi, c'est une illustration d'un début de troisième voie possible, si encore une fois on met de côté les valeurs idéologiques avec lesquelles je ne suis pas forcément tout le temps en accord. Je pensais à Bruno Latour qui nous a quittés il y a quelques jours, et son concept de terrestre, qui est cette troisième voie peut-être, que tu évoques aussi dans ton livre. En tout cas, ça a fait écho à la relecture de Où atterrir, dans laquelle je suis en ce moment. Merci beaucoup Fanny. Je rappelle que ton livre, Les enfants gâtés, est à lire aux éditions Payot. C'était Trendspotting. Pour retrouver les références utilisées dans l'émission, consultez la description de cet épisode. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à ajouter un avis sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas non plus à me contacter en ligne sur Twitter ou par email à michel@brightness.fr. Je serai ravi d'échanger avec vous. À très bientôt.